Bon, le gouvernement a beaucoup de chance de continuer encore et encore, évidemment, même si la motion de censure a été votée. On n'a pas le résultat encore, mais il y a très peu de chances d'aboutir. La NUP est-elle la seule force d'opposition? C'est la question que l'on vous pose, puisque le RN et les LR n'ont pas pris part au vote. 0826 300 300, vous votez sur les réseaux sociaux. Twitter, YouTube, on en débat avec Christophe Madrol, Philippe Deveul, Françoise Degois et Nicolas Corato qui nous a rejoint. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Nicolas Corato, qu'on connaît bien dans Les Vraies Voix, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Nicolas Corato, c'est symbolique cette motion de censure. C'est pourquoi? C'est pour marquer le coup? C'est pour savoir où se situent les parlementaires? S'ils sont dans l'opposition ou pas? C'est fondamentalement très politique, même avant d'être symbolique. Je pense qu'il est important de savoir qui est qui et qui gouverne avec qui ou qui gouverne avec le soutien de qui. Et j'imagine que pour les électeurs qui ont voté pour tel ou tel camp, il est important de regarder le résultat du vote de cette motion de censure. Finalement, vous aviez à l'Assemblée nationale un certain nombre de groupes qui ont été élus par leurs électeurs pour faire opposition à la politique d'Emmanuel Macron. C'est vrai de la NUP, c'est vrai du Rassemblement national, c'est vrai dans une certaine mesure des Républicains. Il est intéressant aujourd'hui de voir que certains finalement ont décidé de laisser la majorité relative d'Emmanuel Macron agir seul, c'est-à-dire ceux qui se sont abstenus. Et moi, je serais un électeur du Rassemblement national. Je me dirais que finalement, ça fait des mois qu'on leur dit, mais regardez, à chaque fois que le Rassemblement national est en capacité de gouverner, finalement, il fait le jeu des partis centristes, des partis du bloc bourgeois. C'est le cas aujourd'hui. Le Rassemblement national a toujours été l'idiot utile du bloc bourgeois. Ça se confirme encore une fois aujourd'hui au niveau de la motion de censure. Et moi, je suis très heureux de cette clarification et j'espère que les électeurs vont pouvoir effectivement se rendre compte des conséquences de leur vote. Vous dites aux électeurs du Rassemblement national, le parti de Marine Le Pen n'est pas le seul parti d'opposition aujourd'hui. Je dis que le Rassemblement national n'est plus un parti d'opposition, c'est un parti qui a décidé de laisser faire Emmanuel Macron. C'est clair. Françoise Degois. Alors Nicolas, je sais exactement ce que je développe depuis quelque temps. Je suis pas très suivi, mais alors je suis ravi parce que j'ai vu que Philippe Deveul tout à l'heure acquiesçait dans notre conversation et vous aussi. Je pense que Marine Le Pen est en train de se tromper. Je pense que Marine Le Pen fait une erreur majeure, peut-être parce que son élection de 89 députés a été une divine surprise et qu'elle est un peu déboussolée. Stratégiquement, donner le sentiment qu'on est bien élevé, constructif, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner à long terme pour le Rassemblement national. Je pense qu'ils font une erreur en plus en disant « Oh là là, bourg-cacaboudin, la commission d'enquête sur Macron et Hubert Lix, on n'en veut pas, on n'y participera pas ». Ça aussi, c'est une erreur. Je ne pense pas du tout que les électeurs de Marine Le Pen, en tout cas une grande partie, aient voté pour ce parti policé, bien élevé, qui est très heureux de lire des coupures de presse parce qu'ils s'habillent tous en croque-mort, qu'ils ont des chaussures vernies et qui font pas de bruit quand la première ministre parle. Moi, je crois qu'à terme, ce qui est en train de se dessiner, vous savez, Emmanuel Macron, j'en parlais avec un leader de droite qui me disait en réalité, pour dire la vérité, on aurait besoin d'un Mélenchon. Pourquoi? Parce que je pense que l'opposition à Emmanuel Macron ne peut être que frontale. Si vous commencez à dealer avec Emmanuel Macron, de toute façon, ce sont des sables mouvants, je le redis, et c'est vous qui êtes emporté. C'est exactement le principe du boa constrictor, et je pense que LR et le Rassemblement national sont en train d'être emportés. Aujourd'hui, la motion n'a pas été votée, c'est évident, mais c'est un acte politique très fort. On a vu la majorité Macron qui vote très massivement pour le Rassemblement national à la vice-présidence par 2 fois. On voit le Rassemblement national qui est très sage. Eh bien, le Rassemblement national n'est pas dans l'esprit des gens un parti, non pas de système, mais c'est pas un parti, comme disait Mitterrand, je redonne la phrase magique, l'opposition c'est fait pour s'opposer. Oui, c'est vrai, ce sera un parti de compromis, donc, Nicolas Corato. En tout cas, c'est ce qui renvoie comme image. Le LR et le Rassemblement national. Ça renvoie une image, je pense, et je pense que Marine Le Pen, je vous le dis, je prends les paris aujourd'hui, Marine Le Pen se gourre totalement dans sa stratégie de respectabilité. Alors officiellement, officiellement, pourquoi ils ne votent pas la motion de censure? C'est parce qu'ils se disent que si la motion de censure est votée, que le gouvernement est défait, il y a peu de chances que la loi de pouvoir d'achat, ça retardera la loi de pouvoir d'achat. Il y a un bémol, parce qu'on n'a pas le contenu de la loi. Philippe Deveul. Là, il y a un bémol, je suis d'accord avec beaucoup de choses sur Françoise, mais il y a un petit bémol sur la commission d'enquête, elle aurait dû y participer. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais concernant la motion de censure,
tant qu'on n'a pas le sens du texte, c'est normal qu'on ne rentre pas là-dedans. Ça, c'est possible. C'est pour ça que la gauche le fait, c'est pour piéger. Et concernant quand même les élus du RN qui sont les chaussures en vernis, habillés en moi, je suis pas d'accord. Il y a un certain respect à. Mais ils l'ont, la gauche là aussi. Le fait que. Oh mais arrêtez, en claquette et en tongs, c'est les élus polynésiens, mais c'est leur tradition. Mais c'est leur tradition aux élus polynésiens, ça fait 40 ans. On verra si en hiver ils viendront en claquette. Mais ça fait 40 ans que les élus de Polynésie arrivent en claquette avec les. Je vais terminer maintenant, Françoise. Mais n'importe quoi. Et concernant les élus du RN, c'est souvent des cadres, des ouvriers, des artisans qui ont été élus. C'est pas que des gens comme ça, bien mis, qui polissaient sur eux. Je suis d'accord avec toi. Oui, mais la question aujourd'hui, Philippe, c'est qu'on est bien dans une situation quand même particulière dans la 5e. C'est que aujourd'hui, il y a une motion de censure qui s'oppose au gouvernement. Oui. Le fait que le RN ne s'abstienne sur ce texte-là, ça les disqualifie de se considérer comme la première opposition. Je finis, Philippe. À Emmanuel Macron. À un moment donné, il faut être clair. Et je pense que Marine Le Pen se trompe à 2 niveaux. Le RN ne rentre pas dans l'établissement classique des partis politiques traditionnels. Il y a un moment donné, quand on vote Front National, quand on vote, en tout cas dans ma région, c'est à un moment donné de dire il y en a marre, on veut autre chose, on va à l'affrontement. Et là, Marine Le Pen. Et le fait d'être complètement hors du jeu aujourd'hui de l'opposition, ça la disqualifie complètement. Bien sûr, parce qu'avec 89 députés, moi ça m'arrange, mais Marine Le Pen, elle doit faire attention quand même à son centre de gravité à l'intérieur de son parti. Je vous l'admets, je suis tout à fait d'accord. Mais en fin de compte, il ne faut pas dire que parce que le RN ne vote pas la motion de censure, ils font le jeu. Parce que quand même, moi j'ai entendu Mélenchon qui a dit pas un vote pour Marine Le Pen. C'est pour moi la NUPES qui a fait passer Macron. Allons plus loin. Est-ce que tu penses que Marine Le Pen joue aujourd'hui le rassemblement de la droite avec Vauquier, Moreno et Ciotti? Je pense, non. Ah pardon. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment, parce que il y a pas assez de recul. Il y a évidemment un rapprochement qui va se faire, mais je crois qu'elle est en train de canaliser ces 89 députés, parce que c'était une surprise, elle s'y attendait pas du tout, et je pense qu'elle est dans l'attente. Mais il faut évidemment elle se méfie, car l'opposition face à Macron doit être très dure, et ça je suis d'accord avec Françoise là-dessus. Nicolas Corato, elle a peu de chance d'aboutir cette motion de censure. Elle n'aboutira pas. La seule force d'opposition, c'est clairement, on est tous d'accord là-dessus, la NUPES et donc le gouvernement d'Elisabeth Borne va continuer. C'est quoi la prochaine étape? C'est incontestablement, selon vous, Nicolas Corato, la dissolution? Non, la prochaine étape, c'est la prochaine motion de censure, parce que là, c'était une motion de censure éminemment politique. C'est la première de cette mandature, et elle sert à fixer les lignes. Qui gouverne avec qui? Et qui soutient qui? Et puis ensuite, on va rentrer dans les textes. Sur la loi pouvoir d'achat, on ne va plus pouvoir se cacher derrière son petit doigt. Il va falloir que les groupes assument leur politique et leur position. Typiquement, est-ce que Marine Le Pen fera voter ou fera s'abstenir ses députés sur un texte pouvoir d'achat qui remettrait en cause je ne sais quel acquis social qu'elle a défendu pendant sa campagne présidentielle. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'élaboration des textes et de la production des textes, chacun va devoir de nouveau prendre position. Et cette fois-ci, plus sur une question de politique générale ou de tactique générale, mais sur des positions éminemment politiques qui ont été notamment débattues pendant les présidentielles. Et là, je ne vois pas comment les 89 députés Rassemblement National vont pouvoir continuer soit à s'abstenir, soit peut-être à voter pour les textes du gouvernement. Il va falloir un moment que cette situation se clarifie, et elle va se clarifier sur les projets. Quand on entend M. Bruno Le Maire nous expliquer qu'il faut remettre tous les Français au travail, coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, parce qu'il y a plein d'emplois et il y a plein de chômeurs, là, il va falloir que le Rassemblement national nous dise quelle est sa position. Est-ce qu'il vote une nouvelle réforme de l'assurance chômage ? Françoise Degois. Je suis d'accord avec Nicolas, décidément. Je suis d'accord également sur un point, c'est-à-dire que l'argument Marine Le Pen disant on va voter, de toute façon, même si c'est imparfait, on votera pouvoir d'achat parce que les Français en ont besoin. Je vous rappelle qu'on n'a pas besoin de passer par le Parlement pour ça. On peut gouverner par décret. On peut décréter, le Premier ministre peut, par décret, décider qu'on bloque le prix de l'essence, etc. Donc tout ça est une vaste fumisterie. C'est une fumisterie de la part du gouvernement qui gagne du temps, mais c'est également une fumisterie de la part du Rassemblement national qui dit c'est pas parfait mais on va quand même le voter parce que encore une fois la stratégie choisie c'est on est constructif, on envoie la responsabilité à l'électorat français, mais les Français sont pas des idiots, ils savent très bien
qu'est-ce que c'est que le Rassemblement national, comme ils savent très bien qu'est-ce que c'est que la gauche. Vraiment, on a le peuple le plus politique. Et en ça, je pense que c'est une faute de Marine Le Pen. Je redis, moi, ça m'arrange qu'elle se plante comme ça. Mais vous allez voir à terme, ça va devenir très compliqué. Et je suis d'accord que l'heure de vérité va arriver. Qu'est-ce qu'elle va dire sur la retraite à 60 ans, Marine Le Pen? Alors, elle a changé 3 fois d'avis sur l'âge de la retraite pendant la présidentielle. Qu'est-ce qu'ils vont dire? La réalité, je pense que on est en train de se rendre compte, et là, je suis sûr que Philippe sera d'accord avec moi, on est en train de se rendre compte qu'au fond, il n'y a pas une ligne si claire que ça au Rassemblement national, ni sur le plan économique, ni sur le plan social. C'est assez flou, finalement, c'est assez sablonneux, l'idéologie, à part l'immigration, etc., qu'on connaît. On s'en est un peu rendu compte lors du débat de l'entre-deux tours. Comment dire, c'est gazeux. Ouais, c'est gazeux. Philippe Deveul, c'est gazeux. Je pense qu'il n'y a pas une forte colonne vertébrale sur tous ces sujets-là, économiques, sociaux. Alors que Mélenchon, tu sais où il est sur l'économie. Ça oui, lui, il est partout. Non, mais sur l'économie. Il est plus rien, mais il est partout. Non, c'est pas vrai. Sur l'économie, sur l'écologie, tu sais où est la NUPS. Bon, tu sais pas où est l'Europe. Attends, Françoise, excuse-moi, mais il y a plein de thématiques sur lesquelles on n'est pas d'accord. Sur l'Europe, excuse-moi, mais sur l'eau, on est d'accord quand même. C'est magnifique. Il y a quand même des divergences de fond entre Olivier Faure, entre Roussel, entre Mélenchon. La gauche a toujours bien géré ça, comme la droite. Tu sais, Maastricht, excuse-moi. Excuse-moi, il y a quand même. On va pas revenir à ce qui s'est passé à Maastricht. Il y a quand même une cassure à Maastricht de toute la gauche. De la droite surtout. Non, mais la gauche, entre Hamon et Valls, c'était le grand amour après. Non, mais c'est pas Maastricht. Ça, tu parles de 2005. Moi, je te dis, à Maastricht, la cassure, la fracture sur l'Europe traverse toutes les familles politiques. Bien sûr. Oui, Maastricht, c'est la gauche, c'est la droite. Moi, ce qui me semble aberrant quand même, très vite, pour finir, c'est l'attitude de ce gouvernement aujourd'hui. Et tout à l'heure, Nicolas Dupont-Aignan disait le fait qu'ils n'entendent pas. À un moment donné, moi j'aime beaucoup le fait, il faut qu'ils descendent de leur piédestal. C'est plus possible qu'ils s'adressent comme ça aux Français. Le discours d'Elisabeth Borne, que je connais bien, j'ai eu à travailler avec elle au cabinet de Ségolène Royal. C'est une femme qui est ouverte, c'est une femme intelligente. C'est pas la techno qu'on dit, mais pourtant elle se met dans les rôles de techno. Allez, Nicolas Corato, vous restez avec nous. S'il vous plaît, Nicolas Corato, vous restez avec nous. On va se retrouver dans quelques minutes. Elle est pas dure comme la. S'il vous plaît. On va poursuivre le débat dans quelques minutes. La NUP est-elle la seule force d'opposition? Vous continuez de voter, puis vous nous appelez 0826 300 300. À tout de suite avec Françoise, Nicolas Philippe et Nicolas Corato. À tout de suite. Retour des vraies voix sur Sud Radio avec Françoise Degois, Philippe Deveul, Christophe Madrol et Nicolas Corato qui est avec nous, fondateur du comité de réflexion Place de la République. Cette motion de censure, d'ailleurs, c'est une motion de censure, mais que la NUP appelle une motion de défiance, voilà, qui doit être votée, qui va être à 99% rejetée. Nicolas Corato, quelle est la suite? Alors, on parlait tout à l'heure avec Françoise Degois d'une probable dissolution. On l'entend, cette petite musique. Emmanuel Macron va laisser pourrir la situation pour mieux ensuite dissoudre l'Assemblée. J'aimerais avoir votre avis là-dessus, Nicolas Corato. C'est un coup de poker, ça risque d'être pire pour le chef de l'État. Moi, je suis sceptique parce que, mais je suis pas, personne n'est d'ailleurs et personne n'a à l'être dans l'esprit, dans le cerveau d'Emmanuel Macron. Mais je suis sceptique sur sa capacité et sur son envie de retourner devant les électeurs. Moi, je remarque qu'Emmanuel Macron n'est pas un président de la République qui apprécie énormément l'exercice du suffrage universel. D'ailleurs, il a fait plutôt qu'enjamber les élections plutôt que s'y atteler. Et c'est un président, par exemple, qui n'a jamais parlé de référendum ni dans son premier quinquennat et pour l'instant ni sur son second quinquennat. Donc je ne suis pas persuadé qu'Emmanuel Macron ait intérêt de dissoudre. Je me demande à quel point finalement ce tacticien peut très très bien se contenter du schéma que décrivait Françoise Degois, qui est un schéma sablonneux, pour reprendre son mot, où finalement il arrive à entraîner dans sa chute, parce que je pense que le gouvernement est en pleine chute, d'autres partis qui feront les frais de cette politique. Et que finalement, jouer avec les abstentions des uns et des autres, ou peut-être les votes positifs des uns et des autres, c'est une manière, de faire avancer sa politique, de taper et de fragiliser ses adversaires. Je rajoute effectivement que la France, ayant une capacité d'action politique réglementaire, le gouvernement n'a pas nécessairement besoin tout le temps du Parlement pour avancer, que souvent, effectivement, on est dans un théâtre d'ombre au Parlement. On sait très bien que la chose principale se passe dans les cabinets ministériels et au Conseil d'État. Mais on fait croire aux électeurs qu'il y a quand même quelque chose de très très important politiquement au niveau du législatif. Donc je ne suis pas persuadé, moi, que Emmanuel Macron ait intérêt à dissoudre. Et on verra ce qui se passera dans les prochains mois. En tout cas, pour l'instant, le blocage qu'on avait les uns et les autres envisagé ne se produit pas. Oui.
Je remarque que ce gouvernement est en fonction. Je remarque que la motion de défiance a été rejetée. Et que le texte sur le pouvoir d'achat a bien été déposé, donc on verra, et que les commissions fonctionnent. Donc on verra comment effectivement se joue cet avenir du Parlement, mais je pense que tout ça n'est pas nécessairement si défavorable à Emmanuel Macron. Ouais. Christophe Medrol. Non, moi je partage complètement ce que vous dites. Je pense qu'Emmanuel Macron n'ira pas à la dissolution. D'abord parce qu'il n'en a pas envie. Ouais. D'autre part, il faut bien savoir que dans la tête d'Emmanuel Macron, mais Françoise, il en a strictement rien à faire de ses parlementaires. J'ai toujours été halluciné des rencontres que j'ai pu avoir avec le président régulièrement. Il s'en tape, mais comme de l'an 40. Ouais. Mais c'est un truc hallucinant. C'est vraiment pour lui de la chair à canon et qu'il les calcule même pas. Et on l'a vu au moment des investitures. Les gens qui n'ont pas été reconduits ou des gens qui ont été mis sur des piédestals qui étaient parfois pas brillants. Je pense qu'il va mener ce mandat avec des majorités qu'il trouvera à droite et à gauche, en s'appuyant sur les abstentions du Front National, en passant des deals avec LR sur des thématiques sociales et en allant essayer d'aller récupérer sur des thématiques les voix des écolos, les voix des socialistes, etc. Et je ne parierai pas un centime aujourd'hui sur la dissolution. Je pense qu'il est heureux. En plus, sincèrement, prenez le texte de Cohn-Bendit d'il y a 10 jours. Il disait Emmanuel Macron n'est plus du tout les regards sur la France. Il regarde aujourd'hui sur l'Europe. Il est en train de préparer la suite de sa carrière politique et on va avoir, à mon avis, pendant 5 ans, très mal à la tête. Ouais. Dans un instant, Baptiste qui nous appelle au 0826 300 300. Oui, je vous la donne. 100% à désaccord avec vous. Et avec Nicolas et avec Christophe. Je pense que contrairement à ce que vous dites, Emmanuel Macron n'est pas heureux. Oui. Il est très insatisfait. Il a tous les inconvénients d'une cohabitation sans avoir les avantages. Quand vous êtes en cohabitation, vous pouvez tout coller sur le dos de votre Premier ministre. En réalité, c'est toute sa faute et vous en tirez les manœuvres du feu. Là, il ne peut pas. Pour preuve, le recadrage en règle qu'il a fait passer aux parlementaires sur le mode « c'est qui le boss, c'est moi ». Moi, je crois qu'il ne va pas trouver si facilement que ça des majorités sur des textes. Je pense que nous n'en sommes qu'au début. Je pense qu'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui l'horripile au plus haut point et qui le fait disjoncter, entre guillemets, au plus haut point. C'est d'être empêché. Il est contraint, que vous le vouliez ou non, il est contraint. Il est toujours sur la menace d'une alliance objective à un moment donné. LR, Rassemblement National et NUPS. Je vous rappelle que on se dit toujours que ça n'arrivera jamais. Tout le monde crie à la division de la NUPS. Il n'y a pas plus de division de la NUPS que de beurre en barre depuis que la NUPS est arrivée à l'Assemblée nationale. C'est un peu trop tôt. Mais non, mais je veux dire, tout le monde. Donc ça, c'est la réalité. Je ne crois pas, contrairement à vous, qu'Emmanuel Macron soit dans une situation qui le satisfasse. Pas du tout. Et je pense qu'il y aura dissolution. J'ai pas dit, François, si t'as dit il est heureux, pas du tout. Ah non, c'est pas moi qui dis qu'il est heureux. Il a dit qu'il n'était plus dans le quinquennat et il se tournait vers la suite de sa carrière. Je pense allez très vite, Baptiste est avec nous. Emmanuel Macron, il faut se lever tôt aussi. S'il vous plaît, on ne vous entend pas si vous parlez tous en même temps. Sauf que là, et juste après on accueille Baptiste qui nous appelle de Boulogne. C'est qu'on n'est pas vraiment dans la phase de cohabitation, dans le sens qu'il n'a pas à se représenter, Macron. C'est son dernier mandat. La Constitution donc lui, et là où je suis d'accord avec Christophe, c'est qu'il prépare sa carrière politique à l'international avec l'Europe et qu'en fin de compte, il sera. Oui, mais il a déjà sa vision ailleurs qu'en France. Vous vous trompez. Allez, il nous reste 2 petites minutes, s'il vous plaît. Baptiste nous appelle de Boulogne. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Bonsoir mon cher Baptiste. On vous écoute. Eh bien, je suis assez d'accord avec pas mal de choses qui ont été dites, plutôt côté Françoise, je ne vais pas vous mentir. Ouais. Bon, il y avait peu de chances que le gouvernement se retrouve en slip avec cette motion de censure, ça c'est sûr. Et peut-être tant mieux, parce qu'une motion de censure qui passe avec les voix du Front National, c'était pas vraiment le sens de l'histoire de ce que voulait la NUP, à mon avis. En revanche, c'est quand même problématique de pas avoir dès le début de la mandature, de pas avoir sollicité le vote de confiance du Parlement, parce que même si c'est écrit dans aucun texte et dans aucune loi, c'était quand même l'usage démocratique pour tout nouveau gouvernement, et c'était une tradition républicaine, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Ce qui est bien avec cette motion de censure qui avorte, c'est qu'au moins les choses sont claires, c'est-à-dire que d'un côté on a une NUP qui est pour certains
une alliance qui tient du pamplemousse, enfin pas du pamplemousse, de la pastèque, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Elle a tenu à 146 voix. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord et je vais même plus loin. Je pense que c'est bien qu'elle tienne et à mon avis, elle va tenir plus longtemps que certains veulent bien le croire. Et surtout de l'autre côté, on continue à mettre à jour les petits arrangements et les petites alliances entre les députés de la majorité relative et les députés du Rassemblement national qui peut compter sur 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale qui lui ont été gracieusement offerts par notre gouvernement. Merci Baptiste. La NUP est-elle la seule force d'opposition? Vous dites oui à 53%, ça s'est partagé sur le compte Twitter de Sud Radio. Merci Nicolas Corato, fondateur du comité de réflexion Place de la République.